Bonjour à tous. Bienvenue à HEC Montréal. Bonjour également aux personnes qui sont en ligne avec nous. Ravi de vous accueillir à l'édifice Hélène Desmarais. Je me présente, Samuel Ouellette, directeur administration relations d'affaires du Pôle Sport HEC Montréal, qui vous accueille aujourd'hui à l'occasion de cette rencontre Parlons Sport. Le Pôle Sport HEC Montréal, c'est un centre de recherche, de transfert, un centre d'expertise qui, depuis 5 ans, contribue aux connaissances, aux compétences de gestion des différents acteurs du milieu sportif. Les rencontres Parlons Sport, telles qu'elles sont présentées aujourd'hui, existent depuis déjà quelques années. On a eu l'occasion de recevoir à quelques reprises des professeurs-chercheurs d'ici, mais aussi d'autres universités, pour contribuer à la connaissance puis au mouvement de professionnalisation que connaît l'industrie sportive. À l'occasion de la rencontre d'aujourd'hui, je vous explique quelques mots sur le déroulement. On aura tout d'abord M. Éric Brunel, directeur et fondateur du Pôle Sport HEC Montréal, également professeur titulaire au département de management, ainsi que Dominique Lauzon-Marquez, associé de recherche au Pôle Sport, qui vous présenteront les conclusions et les recommandations de cette première étude de notre programme de recherche articulée autour de la pénurie d'arbitres, la pénurie d'officiels. Suite à la présentation, on sera heureux d'accueillir M. Stéphane Auger, directeur général de Hockey Québec, qui va réagir et qui va déjà pouvoir parler des mesures qui sont prises et des mesures en cours par la Fédération provinciale. Suivra par la suite une courte période de questions avec lesquelles je vais donner une priorité aux journalistes présents, mais vous pourrez aussi également, personnes de la salle, poser vos questions à nos intervenants à l'avant. Pour les journalistes, au terme de la période de questions de la présentation, il y aura également des possibilités d'entrevues individuelles qui vont se poursuivre. N'hésitez pas, café, biscuits et eau vous sont servis tout au long de la présentation. Sans plus tarder, M. Brunel, M. Lauzon-Marquez, à vous. Bon, bonjour à vous tous, vous allez bien? Mettez-toi de votre côté, ça va me rendre plus heureux dans mon cœur. Ça va bien tout le monde? Oui, je vois des visages connus et des nouveaux. Je vous souhaite la bienvenue à HEC pour tous ceux que c'est une première rencontre. On est très fiers de vous accueillir dans nos nouveaux locaux. J'ai réussi à me perdre en m'en venant, fait que je trouve que vous êtes pas mal bon d'avoir trouvé la salle comme ça tout de suite. Je suis vraiment excité aujourd'hui de venir présenter ça, puis ça va sûrement paraître dans plein de gestes mimiques. Là, je vous demande de m'excuser, mais c'est quoi, Dominique, ça fait quoi? 4-5 ans qu'on rêve de s'intéresser aux arbitres au Québec, partout dans le monde. On trouve que c'est un sujet hyper important et pourtant, la communauté des chercheurs, la communauté d'affaires s'y intéresse à peu près pas ou très peu. On trouve ça très dommage. Fait qu'on est tous bien heureux, nous, de pouvoir en parler un peu de manière plus scientifique. Je vous rassure, aujourd'hui, l'objectif, c'est de vulgariser tout ça. Donc, derrière ça, il y a un beau projet de recherche qui a été fait avec toutes sortes de méthodologies rigoureuses pour vous en épargner. Notre objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter des réflexions, des données, mais aussi de peut-être quelques pistes de recommandations. Et c'est pour ça que c'était le fun d'accueillir aussi Stéphane de Hockey Québec pour nous parler concrètement comment la recherche peut avoir un impact dans ce qu'ils ont fait, puis comment ça les a aidés. Des fois, c'est juste de confirmer qu'on faisait des bonnes choses, mais d'autres fois, ça peut aussi inspirer des choses. C'est un peu l'objectif aujourd'hui. Ça va comme plan de match. On aura des questions seulement à la fin. Ceux qui me connaissent, là, je vois beaucoup d'anciens étudiants. Vous savez que j'aime ça interagir, mais on a un chrono. On va tout faire pour respecter notre engagement de temps. J'aime dire que s'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de sport. Bon, peut-être qu'il y a des exceptions, mais de manière générale, c'est vrai que les arbitres jouent un rôle crucial dans la pratique sportive. Hein. Ils sont là pour s'assurer que les règlements qu'ils sont bien appliqués, puis que finalement, les règles du jeu sont respectées, puis qu'on ait vraiment un gagnant, un perdant, ainsi de suite. Et pourtant, depuis un certain nombre d'années, et tous les sports, pas seulement le hockey, on va parler beaucoup de hockey aujourd'hui, mais tous les sports nous disent avoir un problème à recruter. L'expression qu'on entend, là, c'est on a de la misère à avoir des arbitres. Ceux qui sont là quittent. Ceux qui attirer les gens à faire ce nouveau métier-là, ça semble être un grand défi. Et c'est pas seulement le hockey, là, j'entends, j'ai l'escrime avec nous, mais il me disait tout à l'heure, on vit le même problème. Là. Moi, dans ma tête, l'escrime, c'est noble, tout le monde veut. Non. À peu près tous les sports, beaucoup de fédérations sportives ont dénoncé ça au Québec, au Canada, mais c'est vrai aussi chez nos voisins du Sud, en Europe. C'est un phénomène, je dirais, global. Et c'est pas seulement chez nous qu'on vit cette pénurie-là, cet effet-là. Quand on regarde les statistiques, les données, ce qu'on apprend, c'est qu'effectivement, il y a un problème. Là. Selon les études, selon les sports, selon les régions, là, il y a une réduction de l'effectif des arbitres entre 15 et 40 %.
C'est majeur. Là. Annuellement. Dans les 10 dernières années, il y a une diminution, puis un taux de roulement annuel de 15 à 30 des gens qui quittent. C'est énorme. Là. On voit à peu près jamais des secteurs où on a ce genre de chiffres-là. Plus alarmant, au Canada, on n'a pas trouvé les données, mais aux États-Unis, 80 des nouveaux arbitres quittent à l'intérieur d'une année. Donc, on n'a pas l'espèce de pipeline là, de renouvellement. Là. Vraiment, on est confronté à un problème grave, un problème qui a des conséquences qui peuvent être très importantes pour le sport, qui peuvent même mettre à risque complètement le sport. Quand il manque des arbitres, ce qu'on a pu observer, là, des tournois annulés, des compétitions annulées, des saisons annulées, par manque d'arbitres, quand il n'y a pas les compétitions, le développement du sport est à risque. Pour certaines fédérations, organisations, même si c'est des dollars, là, quand on n'a pas le championnat puis qu'on n'a pas de revenus, c'est un mode de financement pour investir dans le développement du sport. Donc, les arbitres, c'est pas juste s'il en manque, c'est pas grave. Non, ça peut avoir des conséquences réelles sur le développement du sport et aussi sur le développement humain, j'ai envie de dire. Parce que le réflexe, souvent, quand il y a des enjeux organisationnels comme ça, on va perdre de l'argent, on ne veut pas annuler les tournois, le réflexe de certaines organisations, c'est de dire, c'est pas grave, on va prendre des arbitres peut-être plus juniors, qui ne sont pas nécessairement prêts à occuper le stress que peut engendrer une compétition de plus grande envergure. Et là, inévitablement, vu qu'ils sont moins expérimentés, moins bien préparés, ils commettent quelques erreurs, puis ça crée une tension, une pression. Et là, ils vivent une expérience négative qui fait en sorte qu'ils vont quitter leur poste. Donc, il y a toutes sortes de pièges autour de ça, qui sont assez importants. Vous voyez un peu le topo, c'est quand on prend conscience de tout ça qu'on se dit, au pôle, on est là pour aider, puis on aimerait ça aider le sport. Et c'est dans cette inspiration-là qu'on s'est dit, on va mettre en place un programme de recherche. On va s'intéresser à ce sujet-là sur toutes sortes de questions pour les 10 prochaines années. 10, c'est un chiffre aléatoire, là, mais pour les prochaines années. Aujourd'hui, on va vous présenter la première étape, l'étude 1 de ce programme de recherche-là. Essentiellement, on va essayer de s'intéresser à comprendre c'est quoi le métier d'arbitre, puis comprendre l'impact de la rétention, puis tout ça. Puis c'est vrai que le métier d'arbitre est assez particulier. Hein? Il y a peu de métiers comme ça. Premièrement, les arbitres, ils vivent une pression énorme de performer. C'est rare qu'on voit ça un caissier là, qui est obligé de scanner 2 fois le produit, puis que là, il se fait gueuler après. Là, hey, tabarouette! Un arbitre qui prend une mauvaise décision, une mauvaise action, instantanément, il se le fait dire. Puis ça crée toutes sortes de phénomènes qui engendrent encore plus de pression, plus de tension, Il y a une pression énorme sur les arbitres de prendre toujours les bonnes décisions, de commettre aucune erreur. Faut aussi reconnaître, c'est pas l'objectif aujourd'hui, mais les conditions salariales, les conditions de travail, c'est pas exceptionnel. Oui, on peut gagner sa vie à être arbitre, mais c'est pas le Klondike non plus, là. Puis en plus, il y a quelques années, il y a eu tout un enjeu là, avec le fisc, là, avec l'impôt, où il y a eu des retours en arrière qui a créé toutes sortes de pressions supplémentaires. On ne rentre pas là-dedans aujourd'hui, mais il faut reconnaître qu'il y a aussi un contexte qui est peut-être plus global qui peut avoir des effets. Les horaires de travail atypiques, fin de semaine, les soirs, hein, le sport est souvent structuré comme ça, qui n'est pas le meilleur emploi pour avoir un bel équilibre de vie, là, hein. Un métier qui a rarement la reconnaissance. Tu sais, quand ça va bien, puis une game, c'est rare qu'on dit que les arbitres étaient bons. On va dire que le gardien de but était bon, que le lanceur était bon au baseball, il y a peu d'occasions de valorisation, peu de reconnaissance. J'oserais même dire qu'au contraire, on dirait qu'il y a une espèce de culture sociale où c'est le fun de gueuler, de bouer, là, les arbitres. Là. Ça fait partie du show. Hein? Une espèce de culture de dénigrement qui est comme socialement quasiment acceptée. Moi, hier, j'étais au Canadien, là, je peux vous dire que je n'aurais pas fait ton job, Stéphane. Il perdait 7-2, tout le monde avait de la colère en dedans d'eux, puis là, c'était qui la victime? Les hommes zébrés, c'est ça l'expression? Autrement dit, moi, en tout cas, personnellement, j'en suis même à me poser la question, qui c'est qui est assez fou pour faire ce job-là? Non? Il y a quelque chose de particulier autour de ça. C'est un peu dans cette optique-là qu'on s'est commencé à s'intéresser, puis le facteur numéro 1 dans toutes les recherches qui pointent vers, qui nous intéresse, pas qui nous intéresse, mais qui nous mène à essayer de comprendre le phénomène des enjeux de pénurie, de rétention, d'attraction des talents, est en lien avec la violence qui est vécue par les arbitres.
C'est le premier sujet qu'on a voulu explorer un peu plus. Vous voyez que c'est un contexte plus large, mais aujourd'hui, on va vous parler surtout de l'impact de la violence dans les intentions de quitter des arbitres, dans les dynamiques présentes en lien avec les enjeux de recrutement et ainsi de suite. J'ai oublié de... J'aurais dû avoir de l'aide, là. Tout ça, c'est ce que je viens de vous dire. Tout dit ça. Exact. C'est des petites lignes, c'est parce qu'on va donner le PowerPoint qu'on voulait laisser des traces, fait que c'est mieux de juste écouter ce que j'ai dit. Essentiellement, notre première étude portait avec 4 objectifs. Premièrement, on voulait évaluer l'ampleur du phénomène. Jusqu'à quel point il y a vraiment de la violence ou pas. Jusqu'à quel point. Il y a déjà eu de la recherche là-dessus. On n'est pas les premiers à s'y intéresser, mais on voulait quand même nous donner un point de départ. Donc, on va vous présenter des résultats sur l'ampleur du phénomène. Après, on essaie de chercher de mieux comprendre l'impact de la violence sur l'intention de quitter. Et étonnamment, il y a une espèce de débat dans la littérature. Une frange des chercheurs disent oui, là, la violence occasionne toutes sortes de conséquences, incluant le désir de quitter des employés, des arbitres. Puis il y en a d'autres qui arrivent à des conclusions assez le fun. Ils nous disent, c'est le fun. Je ne sais pas si c'est le fun, là, mais... Non, pas tant que ça. Comme chercheur, c'est trippant, mais dans la vraie vie, c'est que les arbitres normaliseraient la violence. C'est normal de se faire gueuler après, puis on finit par intérioriser le fait que ça va arriver, puis on vit bien avec ça. En réalité, on se rend compte qu'ils ne vivent pas tant bien que ça, là, mais c'est rendu normal de faire vivre cette espèce de contexte merdique-là. Ouais, c'est un aspect qui est attendu du travail puis qui est normal pour eux. Donc, ce n'est pas une raison pour laquelle ils quittent. Ça, c'est le deuxième frange. Fait qu'on s'est dit, on va essayer de clarifier ça avec nos résultats de recherche. Peut-être qu'on va pouvoir avancer là-dessus. Mais surtout, ce qu'on cherchait à faire, c'est de comprendre. On travaille avec Hockey Québec. Nous, on a des enjeux scientifiques. On va publier des articles scientifiques, mais on voulait aussi avoir un impact pratique. Fait que dans cette étude-là, ce qu'on va parler beaucoup, c'est des pistes de solutions possibles. Des pistes qui sont efficaces. Donc, c'est ce qu'on a cherché à trouver, là, des axes dans lesquels on pourrait intervenir, des facteurs, des leviers, pour pouvoir aider les organisations à mettre en place des bonnes pratiques pour favoriser, je dirais, un contexte de travail plus agréable, en tout cas plus positif. Et à la fin, on voulait proposer dans les pistes, on voulait même aller jusqu'au niveau des recommandations concrètes. C'est pas nous qui le faisons. Par la suite, ça peut être le fun d'entendre Hockey Québec, ce que vous en avez fait. Je tiens à dire que c'est nouveau, là. Fait comme le disait Stéphane, pas Stéphane, j'allais dire Stéphane Legault. Notre premier ministre, M. Legault, François Legault, on construit l'avion en plein vol. C'est un peu ça aussi dans la recherche-action qu'on appelle. Donc, c'est un peu l'objectif aujourd'hui. Ça va comme plan de match, tout le monde? C'est clair? C'est troublant quand même, hein, déjà, de se dire, si bol, tous les enjeux possibles. Rapidement, l'intention, c'est important d'avoir au moins une compréhension de ce qu'on a fait pour mieux comprendre les résultats. Rapidement, là, notre démarche méthodologique, l'échantillon qu'on avait qui nous a permis de faire des analyses très rapidement, c'est juste pour vous donner un peu là, un horizon. Ce qu'on a fait, en fait, c'est on est allé par une méthode par questionnaire. On a sondé des arbitres selon une base de données d'arbitres actifs qu'avait Hockey Québec. Déjà là, il y a un enjeu. On a parlé à des gens qui faisaient le métier. On n'a pas parlé encore, ça va venir, mais pas encore aux arbitres qui ont quitté. Peut-être que ça pourrait changer des choses. Mais notre intention, c'était pas de comprendre ceux qui ont quitté puis leur drame, c'était de comprendre les intentions de quitter. Donc, c'était je dirais un échantillon qui convenait tout à fait pour ce qu'on cherchait à faire. Je dirais que notre échantillon, il y a 811 personnes qui ont répondu. On avait plus de questionnaires, mais on en a retenu 811 parce que le questionnaire était complété de manière adéquate pour faire les analyses, ce qui représente un taux de participation de 33 %. Dans notre domaine, 33 % c'est énorme. C'est quoi, c'est plus 10 % habituellement? Oui, puis 811 personnes qui ont répondu à l'appel, je pense que ça démontre quand même l'engouement, l'intérêt que ça a suscité notre projet envers les arbitres, donc ils ont répondu en grand nombre. Puis même, moi, j'ai jamais vécu ça. Là. On a reçu des messages, merci de vous intéresser à ce sujet-là. Ouais. Fait qu'on a pu sentir déjà une espèce d'engouement d'apport des arbitres sur le fait qu'on s'intéressait à eux. Peut-être que c'était peut-être un mot enfin, mais bon. Notre échantillon est assez représentatif de la population qu'on étudiait. C'est plate parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hétérogénéité. C'est assez homogène comme échantillon. Là. Majoritairement des hommes blancs québécois. Là. Donc, 93 % hommes. La moyenne d'âge, 30 ans. Ça, c'est le fun parce qu'on a une belle répartition dans les groupes d'âge. Je dirais qu'on a 24 % qui étaient des mineurs.
Puis ça allait jusqu'à, on avait quelqu'un de 74 ans. Oui. C'est vraiment tous les âges. Tous les niveaux aussi. On avait des gens qui exerçaient leur profession M8, donc les bouts de chou, Oui. jusqu'à senior. Donc, on avait des belles répartitions. Mais c'est resté dans le niveau amateur, on n'est pas allé dans le niveau professionnel, par Oui, exemple. ça, c'est important de le nommer. Et aussi au niveau géographique. On avait des gens de l'ensemble du Québec qui ont répondu. Autrement dit, nous, quand on a cet échantillon, pourquoi on mesure tout ça, c'est est-ce que les analyses qu'on va faire, est-ce qu'on peut se fier, là? Est-ce qu'on pense vraiment s'approcher de la vérité? On pense qu'on va être très proche de la vérité parce qu'on a un excellent échantillon pour faire des analyses, pour répondre à nos questions de recherche. Ça, j'ai déjà pris l'avance, là. 55% étaient plus dans le senior. Ça peut être intéressant aussi, mais il y avait une belle répartition. Autre donnée importante, ça, on va en reparler tout à l'heure, mais 95% des arbitres qui ont répondu à notre sondage sont des anciens joueurs. Donc, il semble avoir un profil là, dans le pipeline de recrutement. 22% seulement étaient à leur première année. Donc, c'est bien. Puis, on avait 55%, 53% des gens qui avaient 5 ans et plus d'expérience. Donc, même au niveau aussi de l'expérience, c'était quand même, on avait une belle variance. Là. On voit quand même que la majorité des répondants, c'est des gens qui ont une faible expérience, donc des gens de 5 ans et moins d'expérience. On en a, c'est parce que ça c'est le temps, là, mais oui. On a des gens expérimentés. Bon, j'ai mis la table. Notre chercheur lead là-dessus, c'était Dominique. Fait que je pense que vous voulez entendre les résultats. On est mieux de parler à celui qui avait les mains dedans. Là. Donc, Dominique, si tu veux poursuivre là, pour... Oui, oui, absolument. Donc, bonjour tout le monde. Moi, je suis chercheur au Pôle Sport, donc c'est un petit peu moi qui ai mené le volet quantitatif analytique de la recherche. Donc, je vais vous présenter les 3 catégories de résultats qu'on a découverts. Donc, premièrement, comme Éric le disait, notre premier objectif, c'est à savoir, est-ce qu'il y a autant de violence qu'on l'entend dans les médias? Parce que là, dans les médias, dans la recherche, on dirait qu'à chaque fois qu'on ouvre la télé ou qu'on ouvre la section sport dans le journal, il y a un nouveau cas d'un parent qui a agressé un arbitre. Donc, on voulait voir l'étendue réelle du phénomène de la violence dans le sport, particulièrement au hockey amateur. Est-ce qu'il y en a autant qu'on pense? Dominique, je tiens à dire, là, tous nos amis des autres sports, on ne vous oublie pas. On trouvait pertinent de commencer avec le hockey parce que justement, ce que tu dis, Dominique, il me semble qu'on a plus souvent des gens de hockey qui se font dans les médias. On est au Québec, le hockey, c'est la deuxième religion, là, mais ça s'élargit facilement à d'autres sports. Puis les résultats qu'on a obtenus, c'est des résultats qui sont facilement transférables à n'importe quel autre sport. Vous allez voir surtout les 3 leviers qu'on a identifiés, des leviers de rétention. C'est des leviers qui s'appliquent, qui ne sont vraiment pas spécifiques au contexte du hockey. Nous, on parle de hockey parce que notre échantillon provient de là, mais c'est vraiment des données qui peuvent servir à n'importe quel type de sport, à n'importe quel niveau de compétition et n'importe quel type de fédération ou d'association. Donc, comme Éric le disait, premier objectif, c'était vraiment de peindre un portrait de la situation par rapport à l'étendue de la violence dans le hockey amateur. Est-ce qu'il y en a autant qu'on pense? On voulait savoir c'était quoi les types de violences auxquels les arbitres font face, à quelle fréquence ils font face, puis c'est quoi les sources de cette violence-là? Qui commet ces actes de violence-là? Donc, c'est un petit peu notre objectif, vraiment à capturer l'étendue du phénomène. Donc, on parle premièrement de la violence verbale. C'est quoi la violence verbale? Mais rapidement, c'est l'utilisation d'un langage insultant et qui indique un manque de respect pour la dignité et la valeur d'une personne. En contexte sportif, on parle de quoi? D'insultes, de propos dégradants et de propos humiliants. T'es un pourri, tu mérites ton 20$ par heure. Donc, on s'entend là? C'est bien payé, 20$. Là. Oui, mais moi, c'est dans mon temps. J'ai déjà lancé ça à un arbitre. Là, on n'est pas... Donc, je prêche, mais bon, j'ai déjà été... C'est toi la seule. Oui, c'est ça. Donc, intimidateur. Je veux juste attirer votre attention sur les faits saillants ici. Donc, si on élimine ceux qui ont dit qu'ils n'ont jamais vécu de violence verbale dans le cadre de leur fonction d'arbitre, on parle de 95% des répondants qui ont déjà subi au moins un acte de violence ou d'abus verbal dans le cadre de leur carrière. Si on compare ça aux données de la population ouvrière au Québec en général, il y a une recherche de l'Institut national en santé publique qui a dit que 14% de la population ouvrière en général au Québec avait déjà subi de la violence verbale. Fait que tout le monde a compris, là. Les arbitres, 85%, la population générale, 14%. Il y a quelque chose qui ne va pas, là. C'est un écart énorme, là. Puis, tu sais, 22% estiment que ce type de violence-là se produit fréquemment.
qu'est-ce que je veux vous faire réaliser, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'autres environnements de travail où un tel niveau de violence serait toléré. Comme Éric le disait tantôt, la violence envers les arbitres, on dirait qu'elle a été normalisée un peu. C'est comme un phénomène qui a été accepté, que ce soit par les spectateurs et même par les arbitres. Mais ici, on voit qu'il y en a beaucoup plus qu'on pense. Puis si vous regardez les différentes bandes de couleurs, ça, c'est les sources de la violence. Donc, on peut voir qu'il y a 3 principales sources de violence que les arbitres subissent. On sait c'est qui? Les spectateurs, les joueurs et les entraîneurs. Dans spectateur, il y a parents aussi. Absolument. Donc, on peut voir que légèrement, si on regarde ici dans le souvent, c'est vraiment les spectateurs qui ressortent légèrement comme étant la source principale de violence auxquelles font face les arbitres. Mais juste inciter, c'est pas juste les spectateurs. Non, absolument pas. C'est vraiment important. 3 sources significatives de violence, d'où l'importance, je pense, de conscientiser ces 3 catégories d'acteurs-là. Donc ça, on parle vraiment de violence verbale ici. Violence physique. Donc, c'est une forme de violence un petit peu plus explicite et extrême. Donc, on parle vraiment ici de contact physique visant à intimider ou blesser quelqu'un ou lui causer d'autres souffrances ou lésions physiques. Petit hic ici, nous avons inclus les menaces de violence physique comme étant de la violence physique. Comme par exemple de dire que je t'attends dans le parking pour te casser la gueule. Nous avons inclus ça comme étant de la violence physique. Et la raison pour laquelle on a fait ça, c'est que les données pour comparer par rapport à la population générale, c'était la mesure qui était utilisée. Donc, on voulait avoir des bases comparables. Donc, si on y va d'un côté positif, on peut quand même voir que 55 % des répondants en ont jamais vécu. Donc, ça, c'est quand même un point positif. Mais au revers de la médaille, ça veut dire quoi? Qu'il y en a quand même 45 % qui ont déjà subi des actes ou des menaces de violence physique. Donc ça, c'est quand même extrêmement élevé par rapport à la population générale qui est seulement de 2 %. Donc on voit quand même encore un Je le répète, là, 2 population générale, 45 % les arbitres. C'est énorme, là. C'est pas une petite affaire. Absolument. Donc, globalement, ça, c'est notre premier objectif, de capturer un peu l'étendue du phénomène. Donc, on peut voir que c'est pas des phénomènes, la violence envers les arbitres, c'est pas un phénomène qui est isolé, c'est vraiment quelque chose qui est généralisé, puis qui affecte vraiment la majorité de la population. Donc, ça, c'était vraiment notre premier objectif. Puis on a des données complémentaires à ça. Oui. Qu'est-ce qu'on voulait faire après? On voulait juste savoir, est-ce que ces niveaux de violence-là, est-ce que ça varie en fonction de certaines caractéristiques? Par exemple, en fonction du niveau de compétition. Donc là, ici, on peut voir qu'il y a une augmentation progressive du niveau de violence plus les niveaux de compétition augmentent. On sent que nos agresseurs se gênent, ont une petite retenue à agresser des gens qui arbitrent les plus jeunes. Mais il y en a quand même. Il y en a quand même, exactement. Puis Donc, ça, c'est juste une donnée qui confirme le fameux cercle pernicieux que je vous parlais tout à l'heure, là, de prendre des arbitres qui se passent souvent, ils commencent le cercle de développement, on commence avec des plus jeunes, puis on croît là, en carrière. Ben, il peut y avoir des conséquences graves de ça. Là. Puis on le voit avec les données. Là. Donc, on peut voir qu'il y a vraiment une fréquence plus élevée de la violence, plus on augmente en termes de niveau de compétition. Ça, c'est quand même quelque chose qui était attendu. Finalement, est-ce que la violence varie en fonction de l'âge de l'arbitre ou en fonction de son niveau d'ancienneté? Ça, c'est un petit peu plus épeurant. Pas tant que ça, comme on peut le voir. Regardez nos moins de 18 ans par rapport à nos 36 ans, la variation est quand même faible. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ici? C'est que les arbitres de tous âges souffrent et font l'expérience de violence dans leur travail, que ce soit de nos plus jeunes aux plus âgés et de nos moins expérimentés à nos plus expérimentés. Donc, on peut vraiment voir que c'est un phénomène encore ici qui est généralisé, pas seulement à un niveau de compétition, mais vraiment à tous les niveaux, à tous les âges, que ce soit nos plus... Moi, je trouve que c'est encore plus frappant que nos jeunes arbitres en vivent autant. Je vois le temps, là. Les résultats les plus intéressants sont à la fin. On va manquer de temps, fait que je fais juste... Oui, absolument. Deuxième catégorie de résultats, comme Éric le disait, est-ce que cette violence-là que les arbitres subissent, est-ce que c'est une cause de leurs intentions de quitter ou c'est vraiment quelque chose qui est perçu comme banal par les arbitres? Ça, je pense que c'était vraiment important à préciser parce que pourquoi intervenir sur la violence si les arbitres ne perçoivent pas cette violence-là comme négative? Donc, on voulait vraiment mieux comprendre quel est l'effet de la violence sur les arbitres. Est-ce que cette violence-là est vraiment une des raisons pour lesquelles ils quittent? Est-ce que c'est vraiment une cause derrière la pénurie actuelle d'arbitres? Ou c'est vraiment plus du bruit à nos oreilles ou c'est vraiment quelque chose que pour eux, c'est vraiment pas si important et pas si grave que ça? Mais nos résultats démontrent clairement que oui, la violence a de nombreuses conséquences négatives sur les arbitres de hockey amateurs au Québec.
Premièrement, nos résultats démontrent que oui, il y a un effet important et significatif entre la violence subie par les arbitres et leurs intentions de quitter la profession. Mais de manière encore plus intéressante, nos résultats ont indiqué que cette relation-là n'est pas directe et instantanée. Ce n'est pas à cause que je vis un événement de violence que je quitte tout de suite, par la suite. C'est un effet qui s'opère à travers le temps et par le développement d'attitudes, de perceptions et d'états psychologiques négatifs. Donc, comme vous le voyez dans la boîte du milieu, ce n'est pas une relation qui est directe. Comme je vous le disais, c'est quelque chose qui s'opère à travers le temps, par le développement de perceptions de toxicité de l'environnement. Donc, les arbitres qui subissent des actes de violence en viennent à développer une perception que leur environnement de travail nuit à leur bien-être et à leur santé. On parle aussi d'une diminution de leur bien-être au travail. Les arbitres qui vivent de la violence au travail ont moins de satisfaction et de plaisir à accomplir leurs tâches. Parce qu'on va le voir à la fin, les arbitres font leur travail parce qu'ils sont passionnés par le sport. Ils veulent rester impliqués dans leur sport et redonner à leur sport. Mais la violence fait en sorte qu'ils perdent cette passion-là, qu'ils perdent ce plaisir-là. On parle aussi d'épuisement professionnel. C'est une des causes du burn-out de nos arbitres. Ça fait émerger des symptômes d'épuisement professionnel. Ça sape les ressources des arbitres, ça les fatigue, ça les épuise. Puis finalement, ça crée un désengagement organisationnel. Donc, un affaiblissement du lien entre les arbitres et Hockey Québec et leur organisation. Et c'est par le développement de ces attitudes, de ces perceptions-là, que ça va causer les arbitres à quitter leur profession. Donc, ça, c'est vraiment les deux gros messages que je veux que vous compreniez ici. C'est que oui, la violence est une cause de la pénurie actuelle d'arbitres, mais que ces effets-là ne sont pas directs et instantanés. Elles s'opèrent à travers le temps et à travers de multitudes d'expériences de violence. Ça marche? La bonne nouvelle autour de ça, c'est que là, ça nous permet d'identifier, disons, un spectre d'action plus ciblé. Absolument. On sait sur quoi on va avoir à agir si on veut améliorer l'expérience au travail vécue par les arbitres. Et ça, on va aller plus loin, là, mais ça, c'est un grand pas. Là. Ça nous aide à centrer nos énergies sur ce qui compte vraiment. Donc, globalement, qu'est-ce que ça nous dit ici? C'est que non, la violence n'a pas été normalisée et banalisée par les arbitres. Ils l'aperçoivent comme une des raisons principales pour lesquelles ils quittent, puis pour tout ce que je vous ai expliqué dans le carré du milieu. Puis de la manière de le vivre, comme on dit, de l'anxiété, de la culpabilité, des engagements, tout ça, c'est ça qui est l'impact direct. Puis parce qu'ils sont désengagés, démobilisés, tout ça, à un moment donné, ils font, moi, je vais quitter ma job. C'est un peu l'effet. Absolument. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, Dominique? Je pense que c'est ça qui t'allume le plus. Puis je pense que c'est ça qui a le plus de retombées pratiques pour vous, les praticiens ici aujourd'hui, puis pour Hockey Québec en particulier. C'est que, là, on a établi que la violence est une cause de leurs intentions de quitter. On fait quoi avec ça? Comment on peut intervenir? Fait que notre objectif principal dans notre première étude, c'était d'identifier des leviers ou des facteurs sur lesquels les organisations sportives peuvent opérer afin de, réduire les effets de la violence et de promouvoir la rétention des arbitres. Donc, sur quel levier on peut jouer, quels facteurs on peut mettre en place pour que les arbitres soient plus aptes à faire face à ces événements de violence-là et de promouvoir leur rétention et leur bien-être au travail. Donc, puis dans l'identification de ces leviers-là, on a reculé un petit peu, puis on s'est fié à la littérature sur les environnements de travail difficiles. Puis qu'est-ce que cette littérature-là nous dit? C'est que dans les environnements de travail qui sont difficiles, demandants, comme l'arbitrage, les infirmières, dans le service à la clientèle de première ligne, c'est l'importance des ressources. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que pour faire face aux aspects difficiles de leur travail, pour gérer les demandes de leur travail qui sont négatives et difficiles, comme la violence que font face les arbitres, les employés ont besoin de ressources. Donc, les employés vont aller puiser dans les ressources qui leur sont à leur disposition pour, comme je vous disais, mieux faire face aux aspects difficiles de leur travail. Puis, qu'est-ce que la recherche nous dit? C'est que ces ressources-là s'opèrent à 3 niveaux. Les employés ont besoin de ressources qui proviennent de l'organisation. Donc, lorsque les employés font face à des événements difficiles dans leur travail, par exemple, lorsque les arbitres vivent des phénomènes de violence ou vivent de la violence dans leur travail, ils ont besoin de ressources organisationnelles. Ils ont besoin que leur organisation leur fournisse des ressources pour être en mesure de s'adapter et de faire face à ces événements-là.
de ressources sociales aussi. Donc, ce n'est pas juste l'organisation qui a quelque chose à faire. Il y a aussi le réseau social de l'arbitre qui les aide à faire face à cette violence-là. Donc, on parle de ressources qui se trouvent dans le réseau social de l'arbitre. Famille, amis, collègues de travail. Puisqu'on peut aller chercher des ressources pas seulement en haut dans notre organisation, mais au sein de nos collègues aussi, de nos amis, de notre famille. Donc, des ressources sociales. Puis finalement, des ressources individuelles. Donc, des forces psychologiques. Donc, d'aller puiser dans nos ressources à nous pour faire face à la violence auquel font face nos arbitres. Donc, on a vraiment voulu aller identifier des leviers à ces 3 niveaux-là. Donc, à différents niveaux, donc 3 leviers, donc un levier par niveau qui vont faire en sorte que les arbitres vont être plus capables de faire face à la violence qu'ils subissent et par le fait même de favoriser leur rétention. Donc, ça, c'est vraiment le cœur de notre modèle, c'est vraiment le cœur de notre recherche. Comme vous pouvez le voir en bas, c'est ce que je viens de vous présenter. Puis en haut, vous avez vraiment les 3 ressources qui ont émergé de nos analyses, comme les 3 ressources clés sur lesquelles on peut jouer en tant qu'organisation sportive pour favoriser la rétention de nos arbitres, puis les aider à gérer les événements de violence qu'ils subissent. Donc, au niveau organisationnel, on parle du soutien organisationnel. Donc, les arbitres qui se sentent soutenus par leur organisation sont davantage capables de faire face à la violence qu'ils subissent et ont plus de chances de rester dans leur poste. Donc, quand on parle de soutien organisationnel, on parle de quoi? On parle de procédures, de systèmes, de processus qui favorisent le bien-être des employés. Donc, c'est la perception des employés que leur organisation a leur bac s'ils en ont besoin. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est que comme je vous disais, lorsque les arbitres se sentent soutenus par Hockey Québec, ils sont capables de plus facilement faire face à la violence et à rester en poste face à ça. Nick, si tu me permets, juste ajouter un élément. Ben oui. Parce qu'on a testé toutes sortes de ressources. Là, là on va vous présenter les 3 qui émergeaient par famille de ressources. Puis ce qui émergeait au niveau des ressources organisationnelles, c'est ce sentiment-là que peu importe ce qui arrive, je vais sentir que je suis soutenu par l'organisation. En ce cas-ci, c'était Hockey Québec ou les associations régionales. Mais ce sentiment-là que peu importe, là, je vais être bien soutenu, là, je vais être défendu, je vais être protégé. Ça, c'était le facteur le plus déterminant dans les ressources organisationnelles. Absolument. Et ça, c'est un message important. Fait quand on est allé après voir Hockey Québec, on a proposé toutes sortes de pistes d'action, mais c'est ça qu'on avait en tête. Là. Comment on va faire pour faire en sorte que nos arbitres aient le sentiment que c'est pris au sérieux, là, cette défense-là envers la violence? Puis... Parce que les arbitres se sentent souvent un peu isolés et à part de l'écosystème sportif. On met beaucoup l'accent sur nos joueurs, nos entraîneurs, nos DG. On oublie souvent nos arbitres. Puis eux, ils ont ce sentiment-là aussi derrière la tête, qu'ils se sentent un peu à l'écart, qui ne se sentent pas vraiment fait partie de la grande famille. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ils doivent se sentir soutenus par leur organisation. Et lorsqu'ils vivent des actes de violence, ils doivent se sentir que leur organisation a l'oreille ouverte et qu'ils sont prêts à les aider à faire face à ça. Donc, ça, c'est vraiment la première grande découverte qu'on a faite. En termes de ressources sociales, ça, je trouve ça vraiment intéressant, c'est la communauté d'arbitres. Parce que ça, la recherche nous le dit, puis ça, c'est dans multiples sports. Une des raisons pourquoi les arbitres aiment arbitrer et demeurent arbitres, c'est à cause de leur appartenance à la communauté d'arbitres, aux liens qu'ils ont tissés avec d'autres arbitres, aux amitiés qu'ils ont établies avec d'autres arbitres. Donc, ça, c'est vraiment plus large que je pense que Hockey Québec. C'est vraiment, si vous voulez aider les arbitres à gérer les aspects difficiles de leur travail, dont la violence qu'ils subissent, et les retenir, là, la socialisation des arbitres dans une communauté d'arbitres, c'est déterminant comme facteur de rétention. Puis nous, qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est que cette communauté d'arbitres-là, ça aide les arbitres à gérer la violence. Pourquoi? Ils sont capables d'aller voir leurs collègues pour leur dire « Hey, toi, quand tu fais face à de la violence, comment tu gères ça? » J'ai vraiment trouvé ça difficile. Juste avoir, vous le savez, quand on vit quelque chose de difficile au travail, être capable d'en parler à un collègue qui vit la même chose, c'est un support qui est extrêmement puissant en termes de rétention, puis d'être capable de s'identifier à d'autres gens qui vivent la même chose. Donc, favoriser cette communauté d'arbitres-là, c'est un levier extrêmement puissant de rétention. Ce qui est important, je pense, à retenir, c'est que de par la nature du métier, souvent les arbitres vont être seuls sur le terrain, des fois une petite équipe, au hockey sont 3, des fois 4.
Quand on parle de communauté, c'est pas ces 3 ou 4 personnes-là, là, c'est les arbitres. C'est la gang des arbitres. Et là, plus c'est large, mieux c'est. C'est un peu la règle, là. Ça, c'est... On parlait de soutien social, là, de ressources sociales, mais c'est de loin le facteur le plus déterminant dans le fait que les arbitres vont rester, ils vont mieux vivre de manière positive cette expérience-là. Absolument. Ça, c'est intéressant à retenir. C'est souvent des initiatives qui ne coûtent pas tant d'argent. Faciliter la socialisation des arbitres à une communauté, c'est des choses qui c'est faisable, c'est activable. Je pense que c'est quelque chose qui résonne beaucoup chez les arbitres d'être capable de renforcer cette communauté-là. Donc, au niveau individuel, comme Éric le disait, on a évalué beaucoup de caractéristiques individuelles. Les traits de personnalité. Les traits de personnalité, le sentiment d'efficacité collective, l'optimisme, l'espoir. Puis la caractéristique, la ressource individuelle qui est ressortie comme primordiale, c'est la résilience. Puis ça ressort aussi dans d'autres environnements de travail difficiles où les gens vivent de la violence. C'est quoi la résilience? Mais c'est la capacité qu'on a à être capable de rebondir rapidement et de se remettre sur pied lorsqu'on vit des événements difficiles, des conflits. Donc, imaginez la pertinence de la résilience en contexte d'arbitrage, de ne pas se laisser démoraliser par les actes de violence. Donc, on a trouvé que les arbitres qui étaient résilients, c'est des arbitres qui étaient davantage capables de faire face à la violence et qui étaient plus susceptibles de rester en poste malgré la violence qu'ils subissent. Là, je vous revois un peu les yeux, mais ça se développe-tu la résilience? Oui, ça se développe. Ce n'est pas un trait de personnalité. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont naturellement plus résilients que d'autres, mais ça se travaille. Puis l'organisation, on va le voir tantôt, et la communauté d'arbitres ont un rôle à jouer dans la résilience des arbitres. Je pense que le plus intéressant là-dedans, là, c'est les flèches qui existent entre les 3 ressources. On a trouvé des effets synergiques entre les 3 ressources. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que, oui, les organisations sportives, Hockey Québec, c'est bien d'intervenir sur un de ces 3 leviers, mais c'est encore mieux d'intervenir sur les 3 en même temps. Pourquoi? Parce qu'ils se renforcent entre elles. Par exemple, le soutien de l'organisation va favoriser la communauté d'arbitres. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que les organisations sportives Hockey Québec ont un rôle à jouer dans la facilitation de la socialisation des arbitres. L'organisation peut mettre en place des procédures et des processus qui vont faciliter, et comme Éric le disait, élargir cette communauté d'arbitres-là. Puis par le fait même, appartenir à une communauté d'arbitres forte, mais ça augmente ma résilience. Parce que lorsque je fais face à de la violence, comme je vous le disais tantôt, je suis capable de me tourner vers mes pairs pour leur demander conseil. Donc ça augmente ma résilience. Et finalement, le soutien organisationnel va lui aussi venir renforcer la résilience. Donc, il y a vraiment un avantage à intervenir sur ces 3 leviers-là en même temps. Il y a un petit peu, on pourrait dire, des économies d'échelle qui peuvent être faites parce que les 3 se renforcent. Mais moi, j'aime ça le formuler autrement. Vas-y. Ça veut dire que, disons, Hockey Québec, peu importe la fédération, décidait de seulement mettre toutes les énergies à mettre des nouvelles règles, des sanctions, ça va avoir un effet, mais vous n'atteindrez pas votre cible. C'est vraiment une vision. Il y a 3 axes. Il faut avoir en tête d'intervenir sur ces 3 axes-là pour réussir à atteindre la cible. Donc, il va falloir, en même temps de faire ces règles-là, s'intéresser à la communauté des arbitres, créer ce sentiment-là on est une gang. Là. Puis, il va falloir prendre soin des individus, puis faire rayonner, je dirais, émerger de la résilience, puis la construire, puis les accompagner sur cet axe-là. Une organisation qui veut vraiment faire contrer un peu l'effet de la violence, il ne peut pas s'intéresser à une seule des dimensions. C'est un peu c'est un des messages clés là, qui est on ne se retrouve pas au même niveau. On a dit que c'est une ressource sociale, une ressource organisationnelle et une ressource individuelle qui se renforcent mutuellement. Donc, je pense que c'est le message clé ici. Donc, c'est un petit peu fini nos résultats. On va penser à concrètement qu'est-ce que ça veut dire sur le terrain. Peux-tu, Dominique, je vais prendre cette parole-là puis je vais intervenir avec oui, Stéphane. Absolument. Ouais. C'est juste parce que j'aimerais ça vous entendre, Stéphane. Peut-être si tu veux venir avec nous. En fait, ce que je vais te présenter rapidement, c'est un peu ce qu'on leur a proposé après. C'est concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis nous, on n'a pas la prétention de dire qu'on est capable de le faire. C'est à Stéphane et à son équipe de le faire. Puis à partir de là, on leur a proposé des pistes d'action plus concrètes sur ces 3 facteurs-là, ces 3 leviers-là. Au niveau du soutien organisationnel, le message clé à retenir, c'est vraiment ce sentiment-là que tu décrivais bien, Dominique. Il faut faire en sorte que nos arbitres sentent que les babines suivent les bottines.
les babines suivent les bottines, c'est ça l'expression? Les bottines suivent les babines. Je sais pas. Les à l'envers, hein, c'est ça. Hein? Puis quand je l'ai dit, Walk the talk, là. ouais, c'est ça, il y a de quoi qui ne marche pas. Là. Hein? Fait que pour réussir à faire ça, mais il y a toutes sortes de leviers, toutes sortes d'actions qu'on peut prendre. Bon, la première, bien évidemment, il va falloir jouer sur des règles organisationnelles qui vont être claires, connues, des procédures de dénonciation, par exemple, des conséquences nommées. Tu sais, OK, là, il y a des parents, il y a des joueurs qui insultent les arbitres, bien, vous allez être suspendu. Mais c'est pas juste de le dire, il faut le mettre en application. Donc, mettre en place des procédures pour s'assurer que ça arrive. Parce que qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Les arbitres se sentent souvent mal à l'aise d'aller voir leur organisation pour leur faire part ou pour signaler la violence qu'ils ont subie parce qu'ils se disent ah, mais c'est normalisé, tout le monde en vit, donc ben, je vais prendre mon trou. Donc, ils ne se sentent pas à l'aise et confortables de signaler ces abus-là à leurs supérieurs. Donc, d'où la recommandation. Puis parce que les règles ne sont pas nécessairement claires, ou en tout cas, on n'a pas confiance dans ces règles-là. Les campagnes de sensibilisation, c'est une bonne chose. On en a vu plein qui ont fait. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça dans le passé. C'est non. On en a fait, puis il y a Restaurer le hockey aussi qui s'en vient. Puis oui, il y a des initiatives. C'est important de faire connaître ces règles-là, ces procédures-là, mais le plus important, c'est que ce qu'on annonce dans les campagnes de sensibilisation, ça fonctionne. C'est la FIFA qui ont fait. Ils ont investi je ne sais plus combien de millions de dollars. La recherche nous dit que les grandes campagnes de sensibilisation ratent souvent leur objectif, que c'est mieux de faire des campagnes qui sont plus ciblées et plus locales que des grandes campagnes qui ne veulent plus dire grand-chose finalement. Mais puis la principale raison, c'est que la campagne, c'est des belles promesses en l'air. Si on n'a pas d'action après, ce qu'on découvre, c'est qu'on nuit à ce sentiment-là que l'organisation va être derrière nous. C'est walk the talk encore une fois. Oui, il existe des problématiques qu'on ne pourra pas résoudre comme organisation. Hein, puis d'offrir, je pense que vous avez ça aussi, hein, des ressources, des programmes d'aide pour les arbitres. Il y a des ressources externes comme SportAide notamment. Il y a des ressources. On a des mécanismes pour la porter plainte. On a des choses qui sont en place présentement peuvent aider, mais il y a des places d'amélioration. De l'aide psychologique parfois. On a ça dans les organisations, les programmes d'aide aux employés, là, des services professionnels du type psychologue, avocat parfois. Toutes les aides professionnelles. L'organisation, s'il y a ce programme-là, puis qu'on en fait la promotion, on va encore une fois renforcer cette impression-là qui sont là pour nous aider vraiment. Des programmes de formation aussi plus structurés envers les arbitres, évidemment, là, pour les sensibiliser à ces dynamiques-là, mais aussi aux joueurs, aux entraîneurs, hein, et pourquoi pas aux spectateurs. C'est la principale source. Je ne sais pas si... Peut-être je ne veux pas vendre des scoops. As-tu des choses là-dessus? Non, mais évidemment, c'est la problématique. C'est souvent les parents, c'est le savoir-être. Alors, il y a beaucoup de pistes de solutions là-dedans. C'est beaucoup de l'éducation. On ne pourra pas changer tout le monde. Mais évidemment, il y a un travail à faire de mieux communiquer peut-être ce qu'on fait. Puis ça, l'étude d'aujourd'hui va nous permettre de pouvoir mieux communiquer un petit peu ce qu'on fait au niveau des officiels. Puis tantôt, j'aimerais ça t'entendre concrètement ce que vous faites, mais je pense que vous avez fait des choses autour de ça. Autre chose au niveau des soutiens organisationnels, souvent ça se passe avec la relation de son supérieur immédiat. L'organisation, c'est un peu flou, c'est une vue de l'esprit, mais moi, mon contact avec l'organisation, c'est mon répartiteur. Mais ces personnes-là ont besoin d'être formées aussi, d'exercer un leadership adéquat, démontrer de l'empathie, démontrer qu'on est vraiment là, puis que s'il arrive une situation qui est fiable, là, qui va avoir le courage d'agir. Et ça, ça n'arrive pas par magie. On va pouvoir les supporter, ces gestionnaires-là, puis on peut les développer, les accompagner, faire de l'évaluation. Mais ça, c'est un des déterminants à ce que finalement, nos belles pratiques prennent forme concrètement dans la réalité. Avez-vous des programmes pour les répartiteurs? Avez-vous des programmes de formation? Oui, toutes les arbitres en chef, les arbitres en chef de zone, de région ont une formation, donnent des formations aussi. Mais ça aussi, il y a des choses peut-être à faire évoluer dans le temps. Ouais. Pas juste au niveau de comment on décerne une pénalité ou comment on gère un match. La communication. Il y a tous ces volets-là. L'empathie, je présume. L'empathie, mais tout revoir un peu ce qu'on enseigne pour donner d'autres outils à des officiels qui sont peut-être pas tous équipés de la même façon. Un jeune de 16 ans n'a pas le même bagage qu'un arbitre qui en a 30. Ouais. C'est un peu là-dessus. C'est ça que c'était intéressant. C'est des nouveaux thèmes. Hein? Les répartiteurs, avant, c'était pas ça le thème, l'empathie. Là, on se rend compte dans la recherche que si on va avoir une forme de leadership pertinent et adéquat, c'est une des compétences qu'on va avoir développées chez nos répartiteurs. Puis aussi, toute la notion de reconnaissance. L'organisation peut jouer un rôle important dans la valorisation, dans la reconnaissance du métier d'arbitre.
On peut mettre en place des programmes de récompense, des infolettes, peu importe, mais d'avoir vraiment des pratiques qui vont mettre en valeur les accomplissements individuels, mais aussi la reconnaissance de l'importance du métier. Et bien ça va contribuer. Puis ça, l'organisation peut apporter toutes sortes de trucs. Ben absolument. Puis, premièrement, il y a le niveau supérieur que tu vas atteindre comme arbitre. C'est la première reconnaissance. C'est ce que tu veux comme C'est officiel. une espèce de grade, le stem. Ben non, mais c'est la partie que tu vas faire en séries éliminatoires, la finale d'un tournoi, accéder à une ligue provinciale. Ça, c'est une des parties, mais c'est la seule vraiment qu'on voit. Comment qu'on peut renforcer le jeune qui a atteint un niveau, il a atteint un plafond, comment qu'on peut, on peut le récompenser pour dire, ben tu continues ton travail, tu as atteint peut-être le maximum que tu peux faire, on veut le garder, on veut travailler avec toi. Fait qu'il y a aussi des choses qu'on va mettre en place pour ces gens-là. C'est ça. Puis l'idée, c'est de dire, ben, on le fait, mais on va le faire connaître à tout le monde parce que ça va mettre en valeur. Puis tout le monde va se mettre à rêver à devenir un Stéphane Auger, faire des matchs dans la Ligue nationale. C'est une bonne affaire. Non, c'était trop facile, non? Tout ça, c'est des pistes de solutions. On s'entend que... On va passer après des... On va aller plus concrètement, mais on s'entend que c'est juste pour mettre le ton, là. Mais l'idée derrière, c'est comment on va faire en sorte que l'organisation va vraiment prendre la situation au sérieux, puis que les arbitres et la communauté de manière générale, les entraîneurs, les joueurs, vont prendre ça au sérieux, là. Ça, c'est un peu l'objectif derrière ça. C'est tantôt quand je vous disais, ça dérange-tu? C'est tantôt quand je vous disais que l'organisation a un rôle à jouer pour favoriser la communauté d'arbitres, puis favoriser cette socialisation-là. Mais c'est vraiment ça qu'on a tenté de mettre de l'avant ici avec nos recommandations à Hockey Québec pour soutenir la communauté d'arbitres. Mais c'est de proposer des occasions de réseautage pour nos jeunes arbitres, de les parrainer avec des arbitres plus expérimentés pour nos jeunes arbitres, pour les aider, leur donner des conseils, comment faire face à ces actes de violence-là. Donc, c'est vraiment, quand je vous disais que l'organisation a un rôle à jouer dans le renforcement de la communauté d'arbitres, mais ça passe par ça, le coaching, le parrainage, le mentorat. La recherche nous dit aussi de créer des zones dans les club rooms ou des places d'entraînement seulement pour les arbitres où ils peuvent se regrouper naturellement, pratiquer ensemble, que ce soit juste des espaces sociaux à l'intérieur des associations régionales où les arbitres peuvent avoir un espace dédié à eux où ils peuvent discuter, partager leurs difficultés. Donc, tu sais, c'est des affaires quand même simples, mais qui vont vraiment aider les arbitres à élargir leur horizon et à rentrer en contact avec d'autres arbitres qui font le même travail qu'eux, qui vivent les mêmes enjeux qu'eux. Puis aussi, comme Éric le disait, c'est pas seulement les arbitres de mon association ou les arbitres avec lesquels j'arbitre, mais c'est d'élargir ce réseau-là à l'échelle provinciale, peut-être même avec d'autres sports, qui sait. Donc, c'est vraiment de renforcer cette communauté d'arbitres-là à l'échelle provinciale. La clé, c'est la socialisation. Puis la socialisation, c'est un peu contre-intuitif. Parce que dans notre univers, on a l'impression que ça va arriver un peu de soi, là. Ça va arriver un peu... Ben, les gens sont là, ils vont socialiser, là. Ce que la recherche nous démontre, c'est que comme organisation, même comme athlète, comme arbitre, on a tout intérêt à encadrer cette socialisation-là. Ça va la provoquer. Et c'est un peu contre-intuitif de dire ben, ça n'arrivera pas par magie. Autrement dit, ce qu'on va dire, c'est mettez en place des mesures qui vont faire émerger la socialisation. Tu parlais d'espace physique. Ben oui, des espaces physiques qui sont disponibles. Ben, venez à HEC, venez vous amuser, il y a des tables, ben, il y a plus de chances qu'on se rencontre puis qu'on jase de toutes sortes de sujets. Des événements, provoquer des événements, oui, qui sont peut-être clairement nommés, là. C'est une soirée réseautage, là, ou d'inspiration, des galas. Mais vous voyez un peu l'espèce d'équilibre qu'on doit trouver. Mais la socialisation, on ne peut pas l'imposer. Ça, c'est la deuxième chose à retenir. On peut provoquer les choses, mais des gens qui n'ont pas envie d'être chum avec... nous, on s'aime bien, on va devenir amis, mais disons Marc, là, il a de l'air tannant, là. Il me regarde, non, je ne peux pas, j'ai trop de l'air sympathique. Donc, Dominique, j'ai peut-être pas envie d'être son ami. Non, j'ai le neutre un peu fait, ouais. Non, finalement, je vais être ami avec tout le monde, mais il arrive des fois que ça ne nous tente pas, pour toutes sortes de raisons, là. On n'a pas le temps, on est préoccupé par d'autres choses. Ça se peut, là, le pipeline, vu qu'il y a beaucoup de jeunes, on le sait, là, c'est un peu l'effet McDonald's, là. C'est des gens qui viennent pour 2-3 ans, puis après, ils quittent. On le sait, structurellement, ça va arriver, ce phénomène-là. On ne peut pas imposer la socialisation. Une équipe qui dirait, OK, tout le monde s'en va au 5 à 7, vous êtes obligé de venir, bien, vous allez générer chez certaines personnes tout à fait l'effet inverse. La frustration, de la colère même. Mais si on met en place tous les éléments pour que ça émerge,
Ce qui est le fun, c'est que ça va devenir une espèce de cool factor, là. On va vouloir encore plus faire partie de la gang. Il va y avoir une espèce d'effet de levier, là. Tu sais, tranquillement, pas être dans le groupe, là, c'est ça l'expression, elle? J'ai-tu mal à l'envers? Non, t'es à Ça l'endroit. va? Il est à l'endroit, non? Il faut que je le mette à l'envers, c'est encore plus loser. Mais c'est cette idée-là de valoriser le fait que les gens se rencontrent. Puis ça, c'est des pratiques qu'on peut faire. Ce que je retiens beaucoup aussi, c'est les termes coaching, parrainage, mentorat, au lieu de supervision, évaluation. C'est des choses qu'on veut mettre en place pour accompagner les officiels. Il y a trop de parties formelles puis sanctionnées aux officiels. Fait que c'est des termes qui nous rejoignent. Le coaching, le parrainage, le mentorat. Mais je pense que vous avez mis en place un programme. Vu qu'on vient d'ouvrir la porte, Ouais, ça vaut la peine. Veux-tu nous en parler tout de suite? On pourra en parler tantôt parce qu'il y a toute une structure qui vient derrière ça. Ok, On va aller rapidement pour leur donner la Parfait. place. Là. On va juste Puis, finir avec la le vision. dernier, on va être plus rapide sur le dernier, là, c'est de miser sur la résilience des gens. La résilience, c'est une caractéristique individuelle qui est de rebondir, de réussir à faire face à des épreuves, des défis de manière positive, de s'adapter positivement. On peut mettre en place toutes sortes de pratiques pour favoriser l'émergence d'une résilience, là. Bon, on peut faire de la formation auprès gestion de stress, intelligence émotionnelle, pleine conscience, plein de formations qui vont favoriser l'émergence d'une résilience. On peut aussi miser beaucoup sur une culture d'échange, d'ouverture, de partage. On va essayer de faire en sorte qu'il y ait un canal de communication qui va faire en sorte que quand tu arrives à la fin de ta game, c'est correct de dire « je l'ai trouvé dur, celle-là ». À soir, là, le coach, là, il me tapait sa rate pas à peu près, puis que c'est pas une culture de « je suis tough, là, j'ai fait prêt à l'épreuve, puis je résiste ». Résister, c'est pas être résilient, là. Résister, ça mène à l'épuisement. Donc, on a besoin de créer un peu cette culture-là. Souvent aussi, t'avais-tu des éléments? Je t'ai vu réagir. Là. Non, mais c'est globalement, il y a des choses là-dessus qui se répètent, mais c'est pour vous faire mettre en lumière. Quand vous disiez qu'il y avait une synergie entre les trois ressources, mais bon, on le voit ici. Là. Quand il y a des soutiens organisationnels puis qu'on a confiance, on est plus résilient. Moi, qu'est-ce que je pense pour passer la rondelle à Stéphane, moi, qu'est-ce que j'ai vraiment que j'ai trouvé magnifique de ce projet-là, c'est de voir comment Hockey Québec, pas juste en fonction de nos résultats, mais tout ce qu'ils ont mis en place, puis qu'est-ce qu'ils ont mis en place, ça s'insérait tellement dans le modèle qu'on vous a présenté. Moi, c'est ça que j'ai trouvé le plus plaisant, donc on va passer la rondelle. Tu peux t'oublier la chose la plus importante. Le sifflet aussi, ça pourrait être... Oui, le sifflet, dans le cas de Stéphane, ça sifflet. Mais là, on a donné des pratiques, mais on leur a dit aussi quelque chose d'important. Le portrait a l'air assez sombre quand on le présente comme ça, mais on a fait une autre découverte qui, à mon avis, est tout aussi importante, c'est qu'il y a beaucoup d'espoir. Les arbitres là, qui restent, là, ils vivent quelque chose que peu de gens vivent dans leur métier. Moi, j'ai envie de dire qu'ils vivent une passion intrinsèque, là, très forte. Là. C'est pas innocent que 95% des arbitres sont des anciens joueurs. On peut comprendre qu'ils sont passionnés par leur sport, puis leur manière de rester dans le sport, puis de continuer à vivre cette passion-là passe par l'arbitrage. Quand on regarde les données, c'est vraiment fascinant. Là. Dans ce contexte-là, c'est quoi? Là? Je peux vous le... ça peut... 85% sont satisfaits de leur job. 85%, c'est quand même pas rien. Là. Puis 90% se réalisent parce qu'ils vivent au travers de ce métier-là une réponse à des éléments de motivation intrinsèques. Ici, ça peut sembler paradoxal à tout ce qu'on vient de vous présenter, mais ça ne l'est pas. Comme résumé, on vous a dit que la violence, ça mène aux intentions de quitter des arbitres. Ça, c'est vrai. Mais globalement, quand on prend un pas de recul, les arbitres qu'on a sondés, globalement, sont quand même très satisfaits de leur travail. C'est des gens qui sont intrinsèquement motivés par leur travail, donc ils le font quand même par passion parce qu'ils veulent redonner au sport, rester impliqués dans le sport qu'ils aiment. Donc, il y a de l'espoir. C'est le mot-clé. Il y a de l'espoir. Ça vaut la peine de mettre en chose. C'est une main-d'œuvre qui est mobilisée, qui est passionnée, mais qui quitte parce qu'ils vivent de la violence. Donc, il faut les cultiver parce que c'est pas dans tous les domaines qu'on aurait ce genre de niveau de motivation là au travail. C'est un peu ça. Ah oui, ça, c'est comme une espèce de paradoxe. Pour nous, c'est trippant. On va aller dans une deuxième étude explorer ça davantage. Mais aujourd'hui, on a rencontré Hockey Québec il y a plusieurs mois. Il y avait déjà commencé des trucs pour mettre en place. Là, c'est un sujet, avec l'arrivée de Stéphane, c'est passé encore en haut de la pile, mais c'est un sujet qui était déjà important. Vous avez mis en place, veux-tu avoir, je sais que tu as mis des choses par écrit. Honnêtement, juste envie d'en parler. vous allez voir sur le PowerPoint, vous allez voir les différentes initiatives, mais
Si on peut revenir à la diapositive tantôt avec Celle-là. absolument celle-là, parce qu'elle est super importante. Puis quand je suis arrivé en poste, quand je suis arrivé au niveau de la direction de l'arbitrage et de la sécurité des joueurs, il y a à peu près 11 mois, bon, l'arbitrage, pour ceux qui ne savent pas, ça a été ma vie, ça a été ma passion, ça a été mon travail. Puis encore aujourd'hui, ça vient me chercher. Puis ça reste ma passion. On parlait de passion tantôt, là. Ouais. Je parle d'arbitrage, puis bon, évidemment, j'aime ça. Puis ça, là, c'est du bonbon pour moi. Là, j'adore. Puis ça me donne une occasion d'asseoir un peu ce qu'on avait fait comme démarche à Hockey Québec, puis ce qu'on avait commencé à mettre en place. Puis on parle de ressources organisationnelles. Pour que les gens comprennent bien, souvent, c'est des structures d'association. Après ça, une structure régionale. Puis après ça, le provincial vient appuyer au niveau de formation. Puis après ça, au niveau national aussi. Nous autres, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, pour un esprit de développement, et pour toutes les raisons que vous voyez là, on s'est dit comment on peut mieux, nous autres, soutenir au niveau d'une organisation nos structures en bas. C'est une structure bénévole avec ses limites. Il y a des gens qui sont super compétents sur le terrain, d'autres qui sont un peu moins. Des gens qui sont formés pour pouvoir enseigner, d'autres qui sont là un peu par défaut parce qu'ils donnent de leur temps. Puis, tu sais, je critique pas personne, mais tu as 250 associations de hockey mineur, 14 régions. Ça fait du monde d'impliquer. Et on n'a vraiment aucun contrôle comme organisation sur ce qu'on peut leur offrir. C'est un peu ça la démarche qu'on a fait, c'est qu'on avait une personne qui s'occupait de l'arbitrage au bureau, puis on a dit non, ça prend vraiment une entité à part, sécurité des joueurs puis l'arbitrage. Puis je veux juste saluer là, Marc Maisonneuve, qui est notre directeur, notre équipe, Stéphanie Campbell, Dominique Cadieux, Cédric puis Laurence, dans le fond. C'est notre équipe d'arbitrage à Hockey Québec. C'est une grosse équipe. On est passé de 1 à 6. Tu sais, ça va à 5. Ouais, 5. On n'est pas. Fait que, tu sais, c'est important de pouvoir, nous autres, d'avoir des ressources pour accompagner les arbitres en chef régionaux puis les gens sur le terrain. Eux autres, ils vont avoir une ressource. Tout ce qu'on va développer comme. On parlait tantôt de formation au niveau de la résilience, ça n'existe pas. On va pouvoir, nous autres, les former, on va pouvoir monter quelque chose, s'assurer que ça va jusqu'en bas. On parlait tantôt, on voyait les statistiques, puis c'était un peu c'est qu'il y a 80% des arbitres qui quittent après un an dans certains sports. Aux États-Unis, oui. Aux États-Unis. C'est peut-être un petit peu moins ici, mais de 1 à 3 ans, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de support. Puis c'est là que c'est super important. Parce que si tu perds 30, 40, 45% de tes officiels à chaque année, c'est à recommencer. Puis l'arbitrage, ça ne s'apprend pas dans un livre. On ne connaît pas son livre de règlement. Oui, ça s'apprend un livre de règlement, mais après ça, c'est du millage. Il faut que tu apprennes à arbitrer. Il faut que tu apprennes à gérer l'adversité. Il faut que tu apprennes à communiquer. Un jeune de 16 ans ne communique pas de la même façon qu'un adulte de 30, 35 ans qui va délire avec un coach. Fait que c'est tout ça qu'aussitôt qu'on remplace ces officiels-là, ça devient difficile. Fait qu'au niveau organisationnel, la structure qu'on a mis en place, on travaille tranquillement, pas vite avec des intervenants, ça va se faire sur une certaine période de temps. Ça va nous permettre de s'assurer qu'eux autres sont suivis, que les formations, puis de les écouter. Ça vient après ça au niveau des ressources sociales, la communauté d'arbitres qui existe déjà. T'sais, dans mon temps, on prenait le téléphone, puis on appelait nos collègues. Ça existe encore, un téléphone? Ben, on allait prendre une bière à l'époque, c'était différent. Aujourd'hui, avec les médias sociaux, les textes, ils ont une nouvelle façon de communiquer, puis c'est des ressources pour nous qu'on peut faciliter, d'une page Facebook. Fait que toute la formation, je vais vous donner l'exemple. Juste concrètement, vous avez créé une page Facebook pour provoquer ce réseau-là des arbitres. Mais entre autres, je vais donner l'exemple, dans une catégorie, un M13A, il se passe quelque chose de particulier, on peut prendre ça, comment gérer ces situations-là, le mettre sur la page Facebook, et l'arbitre qui est sur la Côte-Nord, en Gaspésie ou à Montréal, sont capables d'avoir le même accès aux mêmes ressources. Fait que, s'ils sont supervisés un peu moins souvent par manque de ressources, on va être capable de les rejoindre, nous autres. Fait que, c'est le travail qu'on a commencé avec l'équipe. C'est pas mal plus efficace que le téléphone, hein, Stéphane? Oui, mais des fois, le téléphone, ça marche aussi. Là. Moi, j'ai ma règle après 3 textes dans le téléphone, mais ça, c'est parce que je suis un vieux. Mais à partir de là, il y a plein de choses qu'on va mettre en place avec l'équipe qui sont là. Puis c'est tous des anciens officiels aussi qui ont vécu ça. Puis ça, je l'explique aux gens des fois. La résilience, on parle de l'abus verbal, l'abus physique, des fois on banalise. J'ai tout vécu ça, moi, personnellement, puis ils l'ont tous vécu aussi. Donc, on est capable de le partager. Puis ça a été des arbitres qui ont été tous au niveau provincial et qui ont vécu chaque étape. Fait que ça va nous permettre, en tant qu'équipe, nous autres, de pouvoir partager avec eux autres nos expériences, mais tout ce qu'on va pouvoir récolter, puis s'assurer aussi qu'on forme les personnes sur le terrain, qu'on a les bonnes personnes sur le terrain. Ça va provoquer cette fameuse culture qu'on parle d'ouverture, de dire hey, c'est pas normal, là. Fait qu'on va en parler. Non, puis tu disais des fois que c'est un levier dans le bon sens. Les officiels avaient peur des fois d'aller dénoncer ou ces choses-là. Bien là, tu relèves plus de
d'un hockey mineur, tu relèves plus d'une région, tu relèves d'une grande équipe. Tu sais, la grande équipe des officiels de Hockey Québec, ça va être ça maintenant. Toi, tu vas relever, tu vas dessus. Même si tu arbitres à un niveau provincial, c'est plus juste eux autres. C'est tous les officiels de Hockey Québec qui vont former un grand groupe. C'est là-dessus qu'on a commencé notre travail. C'est en développement. C'est en développement. On est... Ça va être un beau projet un beau sujet de recherche pour notre prochaine étude, l'impact de cette pratique-là sur je sais pas, la réduction de la violence ou. Ben, c'est certain. Puis, tu sais, comme je dis, il va toujours avoir des individus avec lesquels le savoir-être, on ne peut pas l'enseigner à tout le monde. Je veux dire, on vit dans une société, c'est pas tout le monde qui se comporte de la même façon. Ceci étant, on est capable de donner des outils. Campagne de sensibilisation, oui, ça a ses limites. On est capable d'aller plus loin sur le terrain pour offrir des ressources. Puis après ça, ben, s'assurer que les intervenants, parce que moi, puis je le vis depuis plusieurs années, d'avoir un parent qui écrit après un jeune de 15 ou une jeune de 15 ou 16 ans qui arbitre un match. Alors, chez mon café, mais le matin au restaurant, je veux dire, je ne peux pas crier après la personne. Ça fait juste aucun sens. À partir de là, si on le contrôle moins, on va mettre des outils en place pour s'assurer qu'on va minimiser ça. C'est dans les pratiques qu'on a vues puis qui ne marchaient pas. Il y en a peut-être là. La fameuse pénalité full. Ce qu'on a découvert, tu me confirmeras, ce qu'on a découvert, c'est que les violents, là, on les appelait comme ça, ils changeaient de section pour finalement avoir des pénalités pour la mauvaise équipe. Il y en a qui veulent vraiment. Il y a toutes sortes de. Vous parlez aussi le truc des dossards à un moment donné. Est-ce que vous allez d'identifier les juniors, seniors, mentors? Est-ce que c'est des programmes que vous allez encore mettre en place? C'est des programmes qui existent encore. L'accompagnement. Différents moyens qui existent. Il y en a qui donnent des brassards. C'est des brassards, là. Pour identifier en formation, puis ça lance le message, comment une gang, donnez-y une chance. C'est le même principe. Là. Quelqu'un est en formation, tu vas dans un commerce de détail, tu vois quelqu'un en formation, tu poses une question, pas la réponse, parfait, tu vas la chercher ailleurs. C'est la même chose au hockey. Ou en voiture, là, élève au volant. Oui. C'est la même chose. C'est là-dessus qu'on travaille, qu'on a un paquet de projets. Puis là, on a une belle équipe pour le faire. Puis évidemment, c'est de s'assurer que ça descende. On avait l'impression que ça ne se rendait pas toujours. Ça se rendait de façon inégale sur le terrain. Là, on va s'assurer que ça se rende de façon égale. Puis éventuellement, idéalement, c'est de garder nos arbitres plus longtemps, de les former. Puis tout ça, là, on parle beaucoup d'arbitrage, mais ça a un effet sur, je vais prendre le mot anglais, sur la game. Le développement du hockey au Québec, si l'arbitrage puis le coaching est inégal, le développement du joueur ne se fera pas de la même façon. C'est toutes des parties prenantes. Ces arbitres, les joueurs puis les coachs, tout est pris ensemble. J'aime moins l'expression pas d'arbitre, pas de match. Je l'ai déjà dit, mais c'est pas vrai. Chacun doit être là, puis on a chacun un rôle à jouer. Puis nous autres, avec ça, entre autres, ça va venir asseoir ce qu'on vient faire, puis ça va nous donner des outils aussi pour la suite des choses. C'est de s'assurer qu'on puisse avoir les outils, puis que cette partie-là de la game, on va la contrôler, puis elle va être la meilleure, on va la rendre la meilleure possible. On est d'accord en passant, je ne dis pas arbitre, pas de match, je dis pas d'arbitre, pas de sport, parce que les arbitres sont tout aussi importants que toutes les autres parties prenantes dans la. Oui, puis on jase, les gens de baseball sont ici, on échange souvent avec différentes fédérations, puis ils ont les mêmes problématiques, puis on s'assoit ensemble, puis c'est de voir, puis il y a sûrement des anciens officiels ici dans la salle, c'est comment on peut partager différentes informations pour pouvoir faire avancer l'arbitrage, pas juste au hockey, l'arbitrage de manière générale. De manière générale. Peut-être qu'on va pouvoir jouer un rôle là-dedans, gang. Merci Stéphane. Merci à vous autres. Je trouve ça le fun parce que, notre but, c'est d'aider. Puis là, j'ai le sentiment qu'on aide un sport qui va avoir, je pense, des petits, qui va nous permettre d'aller plus loin avec d'autres sports. C'est le fun aussi d'apprendre de votre expérience. J'ai l'impression qu'on va revenir vers vous rapidement pour voir c'est quoi les effets de tout ce que vous avez fait.